Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste ? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ? L'IB, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Les gens n'y croyaient pas. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors chaque semaine, vous le savez, avec Rudy Reichstad et Tristan Mendès-France, nous explorons la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Et cette semaine, pour nous accompagner dans la réflexion, nous recevons Romain Badouard. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, tu es maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas et chercheur au labo Charisme de l'Institut français de presse. Alors qu'est-ce que c'est le labo Charisme ? Le Charisme, c'est le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Alors tu as publié Le désenchantement de l'Internet et puis plus récemment Les nouvelles lois du web qui est paru au Seuil dans la collection République des idées. On y viendra dans la deuxième partie de l'émission sur ton livre sur la liberté d'expression et sur comment il est possible ou non ou souhaitable de réguler Internet. Mais évidemment, on va balayer l'actualité de la complosphère et n'hésite pas à intervenir quand bon te semble sur les différents sujets que nous allons aborder. Alors premier sujet cette semaine, un vent de liberté s'est levé en Iran après la mort de Mahsa Amini pour un voile mal ajusté, qu'elle a été tabassée par la police des mœurs de Téhéran, et ensuite ce sont des milliers et des millions d'Iraniens et d'Iraniennes qui ont été manifestés dans la rue et qui finalement sont sous la répression du régime. Et dans la complosphère, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, Tristan, ou étonnant peut-être pas, hein, tu nous le diras. C'est finalement il y a la main de George Soros derrière les mouvements de liberté en Iran. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire ? Oui, alors d'abord c'était effectivement malheureusement super prévisible. En fait, à chaque fois qu'il y a des mouvements, dès que l'actualité internationale est saisie par une problématique quelconque, j'ai un réflexe un peu particulier avec des outils statistiques dont j'ai le mystère, d'essayer de chercher le mot Soros avec le nom de l'événement en question. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé Soros Iran sur un outil qui fait des stats sur Twitter, et évidemment j'ai vu une sorte de pic apparaître à partir du début de ces mouvements de contestation et de manifestation. Donc c'est inévitable, c'est systématique, c'est devenu une sorte de passage obligé, j'ai envie de dire, de toujours invoquer la figure de Soros, quel que soit le sujet, ce qui est quand même assez fascinant en soi. Mais l'un des tweets qui a eu le plus de traction au départ avec cette association assez improbable de Soros avec ces manifestations en Iran, c'est le tweet d'un individu qu'on connaît bien ici à Conspiracy Watch et qu'on suit depuis des années, qui est une véritable figure, j'allais dire presque internationale de la complosphère, une personnalité extrêmement toxique qui a un identifiant sur Twitter que ceux qui suivent la complosphère connaissent, qui est Partisan Girl. C'est un compte qui a quand même qui est un compte certifié, qui a plus de 174 000 abonnés, plus de 170 000 abonnés, et qui a une traction folle sur chacun de ses tweets, ont une énorme traction. Tu nous feras un peu son CV, Rudy, parce que cette personne est absolument incroyable. Et donc c'est elle qui, la première, disons, a donné une traction à cette idée que Soros serait forcément derrière les mouvements iraniens, avec l'idée, encore une fois, que les révolutions colorées, qui est un grand classique, perçu du côté complotiste comme une machination de l'Occident. Dès qu'il y a un moindre mouvement démocratique quelque part, forcément, il y a à la pointe les États-Unis et pourquoi pas Soros derrière. Même il y a un peu plus de 10 ans, le mouvement vert en Iran, 2009, sur le réseau Voltaire de Thierry Messant, immédiatement on avait un papier qui disait c'est une révolution colorée, donc un coup d'État soft, piloté depuis Washington, etc. Donc c'est pas nouveau du tout. Oui, c'est même assez systématique. Je crois qu'on a vu ça sur quasiment toutes les révolutions de couleur, quasiment. Qu'est-ce que vous appelez révolution de couleur ? Révolution colorée, c'est quoi ? Alors, révolution de couleur, c'est une expression qui vient du lexique journalistique, en fait, qui a une dimension à la fois un peu sarcastique, un peu lyrique. Il y a ces deux dimensions-là. Et c'est, si tu veux, ces révolutions, ces soulèvements populaires
contre la corruption, pour la démocratie, pour la liberté publique, pour les droits. Et qui elles-mêmes, des fois, choisissent une couleur. Je veux dire, la révolution sûr, verte en Iran, c'est eux qui ont choisi une couleur pour symboliser le mouvement de contestation. Et dont les instigateurs, en général, s'inspirent de méthodes de contestation non violente qui ont été théorisées, notamment par un Américain, Gene Sharp, etc. Donc tout ça est quand même, comment dire, et c'est souvent avec le soutien ou du département d'État directement, ou d'ONG, comme celle d'ailleurs de George Soros, qui finance des mouvements pro-démocratie à travers le monde, et notamment dans l'espace post-soviétique. Et évidemment, côté régime autoritaire, on explique que ces révolutions de couleur ne sont pas des vrais soulèvements, qui sont complètement artificiels, qui sont téléguidés, pilotés de A à Z depuis Washington, ce qui permet en fait de les vider de toute substance, et de dire en fait ce sont des coups d'État, mais des coups d'État soft, des coups d'État sans violence, des coups d'État nouvelle génération d'une certaine manière. Et voilà, et on a vu cette expression apparaître, je crois, à partir de 2005, et quelques années après, il a fallu 2-3 ans, pour que le terme de révolution de couleur devienne quasiment synonyme de... théorie du complot sur ces coups d'État soft pilotés depuis Washington. Voilà. D'accord. Et donc cette idée portée donc par Partisan Girl qui s'appelle Maram Susli. C'est l'un de ses pseudos, Maram Susli. Oui, c'est un de ses pseudos. Oui. Et qui dans son tweet d'ailleurs relayait également une capture d'écran d'un média d'État iranien qui s'appelle Presse TV, qui est aussi un média qui a une empreinte quand même assez particulière, vas-y Rudy. Ah bah Presse TV, c'est... Alors raconte-nous Presse TV, oui. Presse TV, c'est dans son ambition, c'est l'équivalent de RT ou Sputnik. L'idée, c'est que c'est l'audiovisuel public iranien de la République islamique d'Iran qui produit de l'information. Ils ont singé RT. À vocation, complètement. Même sur l'esthétique, sur les plateaux, sur le façon de traitement. Enfin bref. Alors il y a même une déclinaison qui s'appelle Pars Today. Ouais. Tu vois, Pars pour... Donc c'est vraiment calqué sur Russia Today. Et Presse TV, on y a trouvé au cours des dernières années des contenus négationnistes, antisémites, complotistes, évidemment, notamment sur la Syrie, sur ce qui se passe en Syrie, mais pas seulement. Donc oui, on est là sur un média d'État qui a beaucoup moins et de savoir-faire et de financement, évidemment, que les réseaux russes, mais qui existent. Oui, et qui est un vrai relais de théorie complotiste. Ouais. Ils avaient invité d'ailleurs Dieudo, je crois que c'était il y a quand même quelques années, mais ils ont aussi, clairement, sur la pandémie, aussi relayé une vidéo qui était absolument délirante, où ils considéraient qu'ils incriminaient en gros les banquiers et leurs plans diaboliques. Donc c'était eux qui étaient derrière le Covid, donc c'est la chaîne d'État, encore une fois, qui pousse ce genre de... Et la publication en question... parler ouvertement des Rothschild derrière le Covid. Donc, encore une fois, oui, mais de la part d'un média d'État, c'est toujours assez surprenant. Et puis on a donc Maram Susli, qui donc elle a mis le feu sur cette idée de Soros et l'Iran, qui a une empreinte absolument spectaculaire. Maram Susli, c'est une jeune fille très jolie au demeurant, vraiment une influenceuse en fait. Elle vit en Australie, elle est australienne, elle est d'origine syrienne. Et elle est, depuis une dizaine d'années, l'un des fers de lance de la propagande, en tout cas un relais de propagande du régime syrien, de Bachar al-Assad, et évidemment de tout ce qui va dans l'axe Iran, Syrie, Russie. Donc elle expliquait par exemple au moment où Notre-Dame brûlait en avril 2019, que c'était Emmanuel Macron qui avait allumé le feu quand même. Elle a expliqué... que les bombardements chimiques en Syrie ou n'avaient pas eu lieu ou étaient l'œuvre des services occidentaux ou de l'opposition. Elle explique que Daesh et Al-Qaïda, de toute façon, ce sont des faunées de la CIA. Enfin voilà, on est quand même dans un complotisme assez affirmé. Le 11 septembre, c'est un inside job. Enfin voilà, on est là-dedans avec Maram Susli. Et il se trouve qu'il y a un an ou deux, je crois en mai 2020 de mémoire, elle a une discussion sur Twitter avec quelqu'un et elle lui répond « Mais non, moi je suis pas proche du Baas, c'est-à-dire le parti unique en Syrie. » Elle dit « C'est même pire que ça, je suis SSNP, c'est-à-dire PSNS. Le PSNS, c'est le Parti social nationaliste syrien. C'est intéressant parce que le PSNS, c'est en fait un mouvement créé au Liban en 1932, calqué sur les partis fascistes européens, pro-nazis. D'ailleurs, ça se retrouve dans sa symbolique, son emblème, qui est une croix gammée à peine stylisée. Et le PSNS a un peu le rôle au Liban qu'a le Hezbollah aussi, d'ailleurs ils sont alliés,
Ils sont dans des coalitions. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran, a même été créé par l'Iran. Le PSNS, il est soutenu par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Donc, ils défendent les intérêts de la Syrie au Liban. Et donc, ils rêvent d'une grande Syrie qui irait, en gros, du Koweït jusqu'au Sinaï, qui intégrerait évidemment l'actuelle Jordanie, Israël, les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Koweït. Voilà. Donc vraiment l'idée d'une grande Syrie. Et donc Mme Sousli, elle n'est pas membre, rien ne permet de le dire, de ce parti, mais elle s'en sent en tout cas proche. Ce qui est intéressant, c'est que sur Odyssey, par exemple, cette plateforme qui a été créée comme alternative à YouTube en septembre 2020, et qui accueille en fait un tas de chaînes complotistes. Ces vidéos sont postées par un compte dont l'emblème est l'emblème du PSNS, voilà, par exemple. Donc elles s'en réclament du PSNS. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le premier mouvement au Moyen-Orient qui a inauguré les attentats suicides avec des femmes. Parce que c'est un parti qui n'est pas un parti confessionnel ou religieux, c'est un parti laïque, dans la tradition du nationalisme arabe laïcisant, entre guillemets. Ça n'empêche pas d'être allié au Hezbollah, mais voilà. Et donc, l'idée que les femmes peuvent aussi être combattantes et aussi être des kamikazes et faire des attentats suicides. Donc voilà où on est. Pour la petite histoire quand même, en 2006, quand Soral, Dieudonné, Thierry Messant, fameux théoricien du complot Thierry Messant, font le voyage pour le Liban et la Syrie, ils sont reçus par le patron local du PSNS. Tout ça à l'instigation de Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, qui a ses réseaux syriens. Bon. En 2005, au moment du remaniement du conseil d'administration du réseau Voltaire, de Messant, qui devient vice-président du réseau Voltaire, Issa El Ayoubi, par ailleurs dirigeant du PSNS. Donc il y a des connexions qui sont évidentes, notoires. Ouais. Issa El Ayoubi, on le verra, d'ailleurs il est parfaitement francophone, on le verra sur les chaînes françaises en 2003-2004, au moment où, d'ailleurs c'est une question de liberté d'expression, au moment où on se pose la question de savoir si le CSA va donner une licence à Al-Manar ou pas. Oui, Al-Manar, c'est cette chaîne du Hezbollah qui demandait à pouvoir émettre en France. Et finalement, ils n'obtiendront pas le droit d'émettre parce qu'ils diffusent des contenus notamment à caractère antisémite. Donc, et c'est lui qui va se faire l'avocat du droit d'Al-Manar à diffuser au nom justement de la liberté d'expression. En tout cas, le parcours de cette demoiselle est quand même assez fascinant. Et je crois qu'elle avait été invitée, je crois, sur le plateau d'Alex Jones plusieurs reprises. Oui, Infowars, bien sûr. Ouais. Oui, non, elle est complètement intégrée à la mouvance. C'est vraiment pas quelqu'un de marginal. Non. Ouais, pour ce qui est de l'Iran, là, on a vu ces derniers temps que le régime, vraisemblablement, a essayé de restreindre les connexions à Internet. Alors, on ne sait pas s'ils l'ont bloqué vraiment ou s'ils ont vraiment réduit au point que ça devient quasiment inefficace. Moi, je me souviens qu'en 2009, il y avait eu tout un discours autour de la Révolution verte où on avait cru à l'époque, où on se disait que les réseaux sociaux étaient à l'origine de cette révolution. On parlait d'une révolution Facebook ou de révolution Twitter. Je crois qu'on en est peut-être revenu un peu de cette image simpliste. Qu'est-ce que ça te dit, en tout cas, disons, est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le régime iranien, en essayant de réduire la connexion Internet, est en train, effectivement, de réduire la contestation ? Et donc, ça voudrait dire que la contestation passe essentiellement par Internet aujourd'hui ? Elle passe beaucoup par Internet, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'exemples avant le cas de l'Iran. On pense aussi au printemps arabe, qu'on a aussi appelé des révolutions Twitter ou Facebook, parce que ce sont quand même des plateformes qui, avec tous les défauts qu'elles ont, donnent un porte-voix aux citoyens et aux citoyennes et au mouvement de la société civile et permettent à des individus de se connecter entre eux. Et surtout dans des pays qui sont autoritaires, où les médias sont très contrôlés, où parler politique dans les lieux publics est quand même assez mal vu. Il y a quelque chose dont on ne se rend peut-être pas compte depuis la France, c'est à quel point, lorsqu'on vit dans ce type de pays, on n'a pas forcément conscience du nombre de personnes qui partagent nos convictions. Et le fait de voir sur les réseaux sociaux que des mêmes messages appelant à la révolte, à la manifestation, sont partagés, ça donne une certaine confiance de se dire « Ah oui, mais en fait, je ne suis pas tout seul à penser ça, on est nombreux à penser ça. » Et donc, ça va créer une envie de se mobiliser et de descendre dans la rue. Après, ce que fait l'Iran là, de vouloir restreindre les communications sur Internet,
fait, c'est ce qu'avait fait l'Égypte ou la Tunisie à l'époque du printemps arabe. Mais quand on s'y prend à ce moment-là, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. Parce que à partir du moment où la rue prend le relais, quelque part, les réseaux sociaux ont joué leur rôle. La rue prend le relais, les réseaux sociaux peuvent continuer à jouer un rôle. Et d'ailleurs, ce qui s'était passé en Égypte, c'est que les restrictions de débit et d'accès Internet avaient été court-circuitées ou contournées par des accès Internet qui avaient été fournis notamment par les Anonymous ou d'autres militants des libertés publiques. Donc on peut imaginer que... c'est déjà trop tard pour le régime iranien, en tout cas par rapport à cette mobilisation. Si les Iraniens sont dans la rue, c'est que ça va se passer dans la rue maintenant. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est que Elon Musk a tweeté il y a quelques jours le fait qu'il allait ouvrir sa série de satellites, de connexion Internet satellite. Il voulait l'ouvrir à l'Iran, mais il fallait qu'il ait d'abord l'autorisation des Américains de pouvoir déployer son système sur l'Iran. Et donc là, on a une entreprise privée, vraisemblablement, qui va peut-être faciliter l'accès à Internet. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez, peut-être juste avoir ton avis là-dessus, d'avoir un Elon Musk qui se manifeste, avec toutes les réserves que j'ai sur l'individu, qui en tant qu'entreprise privée, s'investit sur la couverture Internet en Ukraine, et qui maintenant propose ça en Iran. Qu'est-ce que ça dit un peu de ce marché, de ces acteurs privés qui s'investissent dans des lieux de guerre interétatiques, quoi. Ça montre la puissance qu'ont pris ces entreprises et ces grands milliardaires de la tech. Alors là aussi, il y a des précédents. Par exemple, on parlait du printemps arabe. Le début des manifestations en Égypte vient d'une page Facebook. Nous sommes tous Wael Ghonim, qui était un jeune homme qui avait été battu à mort dans un commissariat à Alexandrie, qui avait été créé par le responsable marketing de Google au Moyen-Orient, quelque chose comme ça. Donc déjà qui prenait une forme de position en incitant aux mobilisations alors qu'il appartenait à une entreprise américaine. Donc déjà à l'époque, on y voyait une forme d'ingérence étrangère. Mais là, 10 ans ont passé depuis et le rôle de ces entreprises n'a fait que croître. On dit souvent que ces entreprises, elles sont plus fortes que les États ou plus puissantes que les États. Moi, je ne le crois pas, ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que leur puissance financière leur permet de jouer des fonctions étatiques, des fonctions régaliennes. Et là, par exemple, c'est typiquement le cas aux États-Unis. Cette idée d'accès à Internet par les satellites qui serait offert au monde entier par une entreprise privée américaine, c'est un peu inédit dans l'histoire. Et ça montre que alors là, on le voit d'un côté positif, qui est de se dire qu'on peut apporter des connexions Internet dans des pays autoritaires et contourner la censure d'État pratiquée par ces pays. Ça peut aussi avoir des côtés négatifs, qui est que ces entreprises, dans des pays démocratiques, échappent au contrôle démocratique. Mais bon, en tout cas, c'est un symbole de plus de leur puissance sur la scène internationale, ça c'est sûr. Alors, deuxième sujet cette semaine, et si le complotisme servait à gagner de l'argent ou à faire de l'argent, c'est la question qu'on peut se poser à travers l'histoire du grand procès de Nuremberg 2.0 qui a été lancé par, entre autres, Martin Vonner, mais qui a aussi été orchestré par Rainer Füllmich, un avocat allemand, et qui a été qui s'est retiré aujourd'hui de cette initiative du Nuremberg 2.0 parce qu'il est soupçonné d'avoir récupéré 1,3 million d'euros sans que pour l'instant on ait pu démontrer que si c'était vrai ou pas, mais en tout cas voilà, qu'est-ce que ça dit ce Nuremberg 2.0 ? Est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce Nuremberg 2.0 qui a été un procès qui visait à mettre en accusation Pfizer et ainsi de suite dans la gestion du Covid? Oui, ça, le Nuremberg 2.0 qui était devenu un hashtag pendant une période, a vraiment excité encore d'ailleurs la complosphère covido-sceptique. Et l'idée, disons, sous-jacente de ça, c'est de traîner en justice, de créer une sorte de tribunal international pour traîner toutes ces élites qui ont essayé de nous vendre le Covid ou qui ont essayé d'exploiter la population planétaire. Et on va faire des procès gigantesques, internationales, qui s'est d'ailleurs réduit à des conférences Zoom.
avec quelques individus autour de la oui, planète. Ce qu'il faut dire, c'est que le procès Nuremberg 2.0, ça n'est pas un procès. Non. C'est des conférences. C'est des conférences Zoom. Ouais. Mais qui a été vécu, il faut vraiment le dire, hein, avec des millions et des millions de vues pour certaines des vidéos, avec une empreinte absolument spectaculaire internationale. Hein. Avec des partenaires médias comme France Soir, qu'on connaît bien ici. Qui ont relayé par France Soir. RT aussi a relayé. RT aussi, oui, alors c'est pas des partenaires, mais ils ont relayé de façon très très significative, évidemment, RT, France Soir et plein d'autres, toutes les grandes têtes de la complosphère covido-sceptique ont relayé ça. Et juste un petit pas de côté, mais cette idée de vouloir traîner devant un tribunal international, cette idée de vouloir judiciariser et d'emmener devant des tribunaux, pour certains des tribunaux militaires, tous ceux qu'on perçoit comme des ennemis, c'est quelque chose qu'on a quand même vu infusé, disons, dans l'imaginaire QAnon très très tôt, avec cette idée que on allait traîner tous les démocrates devant des tribunaux, qu'ils allaient peut-être se faire fusiller. Tristan, pendre. en fait, ça c'est un fantasme fasciste. C'est-à-dire que c'est directement décrit dans la Bible des néofascistes américains, qui s'appelle les Turner Diaries, un bouquin écrit d'ailleurs par un nazi américain à la fin des années 70, qui a inspiré d'ailleurs l'auteur du massacre de l'attentat d'Oklahoma City, et qui parle du Day of the Rope, c'est-à-dire le jour de la corde. C'est-à-dire le jour où, en gros, on renverse la tendance, où on punit les responsables de la situation, et donc notamment les démocrates, les juifs et les noirs. Hein. C'est ça. Hein. On les prend, on les pend. Et on a vu, d'ailleurs, un échafaud avec une corde au Capitole le 6 janvier 2021, parmi les partisans de Donald Trump, parmi eux des QAnon, mais pas seulement. Donc il y a ce fantasme-là qui est très présent. Et on le retrouve, ce fantasme, y compris sur le site France Soir, lorsqu'ils disent « la veuve s'impatiente ». Rappelle-toi, il y a un an et demi, la veuve, avec un V majuscule, c'est la guillotine. Hein. C'est de ça dont on parle. Ensuite, ils ont essayé d'amender leur texte pour dire « non, c'est pas ce qu'on voulait dire », etc. Mais il y avait quand même ce fantasme-là. Et là, l'idée, c'est encore une fois de d'hystériser le débat public autour des choix sanitaires qui ont été faits. Mais les choix en démocratie, ils sont contestables, ils sont critiquables. Là, on est dans autre chose. Là, on est dans l'idée que les gens qui ont géré la politique de santé en France, en Europe et ailleurs sont des criminels contre l'humanité qui doivent être jugés comme les criminels nazis, d'où le parallèle avec Nuremberg. Et donc, c'est une nouvelle manière de faire des captations mémorielles. Après les anti-vax, les non-vax qui arboraient l'étoile jaune, après notamment les partisans de Philippot, de mémoire, qui parlait d'apartheid, qui disait que le pass sanitaire, c'était l'instauration d'un apartheid, on a eu cette histoire de Nuremberg 2.0, ce fantasme de jugement, de justice punitive et expéditive, en fait. Ouais. Et puis ça n'a pas vraiment bien marché. Hein, donc Alors ça a bien marché pour le portefeuille de Rainer Fulmich. Oui, parce que pour se joindre aux plaintes, il fallait débourser 800 € hors taxe. Des plaintes dont on sait, dont n'importe quel juriste, n'importe quel étudiant de droit en première année est capable de dire qu'elle ne sera pas recevable, que c'est voué de toute façon à l'échec. C'est des plaintes complètement dingues, hein, des plaintes contre la reine d'Angleterre, le Vatican, enfin des choses de cet ordre-là, quoi. Et contre les 800 €, il devait recevoir une indemnisation en cas de procès, j'imagine. C'était ça. C'est ça. Et alors, là où en plus Rainer Fulmich était impérial, c'est que sur son site internet, il disait si la plainte n'aboutit pas, il n'y aura pas de frais supplémentaires. C'est quand même génial. Il prenait des précautions. Romain, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, qui est chercheur sur Internet, sur les médias, sur la façon dont on utilise les médias et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette façon d'utiliser l'Internet pour justement contester les élites et escroquer un peu aussi les internautes? Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est aussi un classique dans les milieux complotistes et dans le domaine des fausses informations que moi j'ai un peu plus étudié. Il y a deux motivations principales. C'est soit la motivation politique, soit la motivation pécuniaire. L'une n'excluant pas l'autre, c'est qu'on peut avoir des motivations politiques et économiques à la fois. Et c'est vrai que dans ces milieux-là, on voit que ces gens sont capables d'une grande créativité pour justement créer des nouveaux modèles économiques pour générer de l'argent, alors que des fois c'est aussi des arnaques très, très basiques, hein. Mais justement dans cette manière de s'inspirer des modèles économiques de ce qu'on a appelé le Web 2.0, enfin des nouveaux modèles économiques qui sont nés sur Internet dans les années 2000, de les adapter, de s'inspirer des modèles des médias aussi, comment on s'inspire des nouveaux modèles
modèles médiatiques pour créer des modèles économiques qui soient plus ou moins robustes, parce qu'après, tout le monde ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça, mais oui, c'est en tout cas quelque chose de très classique, et je pense qu'on apprendrait beaucoup de choses à se dire face à ce type d'initiative, à qui ça profite. Enfin, ça nous apprendrait rien, cette question très basique nous apprendrait beaucoup de choses sur les motivations de... Qui a intérêt à répondre retourner le gimmick. Juste une chose, c'est que donc il y a une sorte de bisbille, donc une sorte de petit drame au sein de ce projet de Nuremberg 2.0 ou de tribunal contre le Covid. C'est que effectivement l'une des organisatrices de ce projet a accusé Rainer Füllmich d'avoir siphonné effectivement 1,3 million d'euros qui appartenaient donc à ce projet. Et j'ai noté d'ailleurs dans la vidéo, parce que j'ai regardé la vidéo d'accusation qui est portée contre Füllmich, et j'ai noté des choses assez marrantes comme le fait qu'il se serait facturé quasiment 30 000 euros pour la gestion de l'adresse email de contact de ce projet-là, 30 000 euros, et qu'il y avait, je crois, 700 000 euros, dit l'accusation. Encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai, mais je rapporte les accusations qui sont portées par la collègue de Rainer Füllmich, qu'il y avait, je crois, une centaine de milliers d'euros qui auraient été utilisés pour son domicile personnel, pour l'achat ou pour la récupération d'un appartement, des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que il y a du bisbille, mais il y a aussi les sommes évoquées, quel que soit est-ce qu'il y a chiffonnage ou pas, ça n'est pas à moi de le dire, je rapporte simplement ce que le bisbille qu'il y a entre eux. Du tout négligeable. On est quand même sur des sommes qui sont assez spectaculaires. Et je note toujours avec un grand dépit que tous ces différents projets qu'on suit, ces projets complotistes, des personnes qui veulent acheter des One Nation, qui veulent acheter des propriétés à plusieurs centaines de milliers d'euros quelque part en France pour créer leur petit univers séparatiste ésotérique, que ce soit Hold Up qui lance un documentaire en quelques mois et qui lève plusieurs centaines de milliers d'euros, je suis toujours estomaqué par leur capacité à lever des sommes que ceux qui s'opposent, les gens comme nous, qui sont de l'autre côté, n'arrivent pas à lever le 10e de ce qu'ils arrivent à soulever dans un temps extrêmement étroit. Tu peux dire le 100e, je crois. Oui, même le 100e. Alors, ça s'explique évidemment tout ça par le profil des personnes à qui il s'adresse. Il s'adresse évidemment à des profils d'individus qui sont pour certains peut-être fragiles. Ils ont un discours qui est maximaliste, qui est extrême. C'est ça, la nature de leur discours, qui est disruptif. Et qui est que si on rentre dedans, on est mu par une sorte de sentiment d'urgence. C'est la fin du monde, on nous veut du mal, on veut chercher à nous tuer avec les vaccins. Et donc, naturellement, le portefeuille est beaucoup plus ouvert. Et notamment la traction, j'allais dire presque la traction virale, l'engagement, en termes des engagements que eux peuvent avoir, leur empreinte numérique sur les réseaux sociaux, est phénoménal, spectaculaire. Notre émission aujourd'hui va faire quelques milliers de vues, tant mieux. On aurait fait une émission pour dénoncer le scandale sanitaire, on avait, j'allais dire, mécaniquement des dizaines de milliers de vues, si ce n'est pas des centaines de milliers de vues. Mais alors ça résonne avec votre travail, enfin avec ton travail, Romain, puisque tu regardes les algorithmes, la façon dont ils fonctionnent et la façon dont ils promeuvent ou pas la haine. Qu'est-ce qu'on peut faire, ou comment on peut justement mieux réguler les choses, pas pour faire plus de vues chez nous à Conspiracy Watch, mais pourquoi pas, mais en tout cas dans l'absolu, comment on peut réguler mieux ces choses-là. Par rapport à ce que tu disais, Tristan, ça m'évoque l'idée aussi de vases communicants entre les espaces médiatiques, c'est-à-dire que les réseaux complotistes sur Internet, sur les réseaux sociaux, surinvestissent ces espaces aussi parce qu'ils ont le sentiment que leur point de vue, leurs principes, leurs causes ne sont pas représentés dans les médias traditionnels. Et là, on peut faire un parallèle aussi avec l'extrême droite, ce que montrent différents travaux de recherche sur le sujet, c'est que à partir du moment où on a le sentiment que la presse, la radio, l'audiovisuel en général représente un certain point de vue, on va avoir dans Internet et dans les médias une opportunité médiatique où qu'on va surinvestir. Et donc, c'est vrai que ce soit sur YouTube, sur le web en général, on a une surreprésentation de sites complotistes par rapport aux sites anticomplotistes. À cela s'ajoutent d'autres phénomènes sociologiques ou politiques qui font que ceux qui y croient ont plus de raisons de produire des contenus que ceux qui n'y croient pas. Et ça, Gérald Bronner l'avait bien montré dans la démocratie des crédules, ce qui crée une inflation
modération de ces contenus sur Internet qui, par ailleurs, vont rester en ligne pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Ça, c'est la grande question compliquée, parce que si on commence à jouer sur les algorithmes de référencement, de Google, de YouTube, de Twitter ou autres, ça veut dire qu'on demande aux plateformes, ou que les plateformes décident d'elles-mêmes de hiérarchiser les contenus en fonction de ce qu'ils disent. Alors que jusqu'à présent, les plateformes, elles ne veulent pas faire ça. Elles disent, on met devant celles qui sont le plus retweetées, on met en avant celles qui reçoivent le plus de liens des autres sites, etc. Romain, pendant la commission Bronner, justement, on a interviewé Francis Haugen, ex de chez Facebook, qui nous disait... en fait, l'algorithme de recommandation de Facebook, enfin l'algorithme qui nourrit le fil, donnait une sorte de prime à la négativité, c'est-à-dire aux émoticônes colère. Lorsque au lieu de liker, on mettait qu'on était en colère, eh bien, hop, mécaniquement, ça faisait monter ce type de contenu-là. Donc là, on peut agir là-dessus quand même. C'est une politique. Là, il y a une politique éditoriale de la part de tout à fait, c'est ça. Là, justement, en fait, le point de vue des plateformes, c'est de dire, nous, on est des hébergeurs, pas des éditeurs, donc on n'a pas de responsabilité par rapport au contenu. Mais quand on regarde comment fonctionnent les algorithmes dans la pratique, on se rend compte que justement, c'est pas vraiment le cas. Et le cas de Francis Haugen, c'est effectivement une bonne illustration. Le but de Facebook, c'est pas forcément de promouvoir la colère sur le réseau. C'est juste que les statistiques de Facebook montrent à l'entreprise que plus un contenu exprime de la colère, de la radicalité, de l'indignation, et plus il va être repartagé, et plus les gens vont le regarder. Plus les gens vont le regarder, plus ils vont voir de contenu publicitaire, plus ils vont rapporter d'argent à la plateforme. Donc c'est pas l'idée derrière tout ça, c'est de capter l'attention des utilisateurs pour leur montrer des publicités. Et par quoi on capte l'attention ? Par la colère. Et ça, effectivement, on se rend compte que ça sert beaucoup les milieux complotistes qui, évidemment, se jouent de ces ressorts d'indignation pour gagner en visibilité. Oui. Donc, l'idée, et ce que fait justement le Digital Services Act, donc le nouveau plan d'action de la Commission européenne pour réguler un petit peu mieux les plateformes de réseaux sociaux, c'est justement de mettre un doigt là-dedans, dans le mécanisme du design des plateformes, de leur conception numérique, pour dire... Il faudrait permettre aux usagers de décider eux-mêmes comment ils veulent que les contenus soient classés. Que ce ne soit pas des algorithmes opaques qui les classent pour nous et qu'on puisse décider, moi je veux juste voir la publication la plus récente en première, ou je veux qu'on me montre des contenus plus rigolos ou plus colériques, mais au moins qu'on ait un levier d'action sur ça, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, cette manière de fonctionner est très opaque. Tu penses que ça va dans le bon sens ? C'est ce genre de choses-là qu'il faut travailler pour les algorithmes, ou il faut aller plus loin dans la transparence algorithmique ? Alors, il faut aller plus loin, dans le sens où les nouvelles lois qui sont passées ces dernières années en Europe, elles demandent plus de transparence aux plateformes. C'est-à-dire, on veut que vous nous disiez comment vous vous y prenez pour modérer les contenus, combien vous avez de modérateurs, quel type de contenu vous modérez, donc la haine en ligne, les fausses informations, mais le spam, la nudité surtout, enfin, c'est ça les principaux contenus incriminés. Et on veut que vous publiez des rapports de transparence. Donc ça, c'est le cas en France, par exemple, où l'Arcom, donc qui remplace le CSA, reçoit 2 fois par an des rapports dans lesquels on peut trouver les informations déclaratives des plateformes. Le gros problème est là, c'est que c'est déclaratif. Donc, exactement les limites de l'autorégulation et ce que propose le Digital Services Act, le DSA à ce niveau-là, c'est qu'on puisse faire des audits indépendants des plateformes et de leurs serveurs pour qu'on puisse certifier que ce qu'elles disent aux régulateurs est bien authentique. Ça suppose qu'elles ouvrent un petit peu aux chercheurs, aux auditeurs, leurs algos, quoi. Exactement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui va être amené à changer dans les années qui viennent. Ça entre en vigueur en janvier 2014, c'est ça le DSA ? Oui, alors ça entre en vigueur 2024. Alors ça va même entrer en vigueur plus tôt que prévu. Alors ça dépend des pays évidemment. Ça sera transposé avant en droit national. Pour la France, je crois que c'est attendu pour le début de l'année 2023. D'accord. Et que tout ça va se faire dans le courant de l'année 2024 pour être opérationnel début 2024. D'accord. Oui, alors pour l'instant, les plateformes sociales, si on prend Twitter ou Facebook, proposent
déjà la possibilité d'accéder au contenu de façon chronologique, c'est-à-dire sans le travail des algorithmes, d'avoir un résultat, j'allais dire, brut, non travaillé par les algorithmes. Donc ils le proposent déjà plus ou moins. Alors pour Twitter Facebook, Twitter le fait facilement. Je crois que pour Facebook c'est plus compliqué, il faut aller dans les je ne sais où. Donc bon, elle commence un peu à le faire. Je voulais juste réagir sur peut-être une petite chose. Sincèrement, je ne pense pas que les plateformes sociales cherchent volontairement à pousser les contenus colériques, haineux en ligne, ou les contenus excessifs. Tu veux dire, il n'y a pas de projet politique? Non. Voilà. Non, après, il n'y a rien c'est ça. Il y a un projet commercial. Et simplement, je pense qu'il constate, c'est un état de fait, c'est systémique, c'est que l'indignation capte mieux, point. Et je dois dire, on en est témoin. Moi, j'en suis témoin aussi sur mes comptes Twitter. C'est comme l'effet dévoilement avec les vidéos platistes. Quand on exprime une indignation, on a souvent plus de traction que quand on a un point de vue très positif sur quelque chose, ou quand on exprime, une joie de quelque chose. Bon, on a des tractions qui est plus ou moins modérée, mais je vois bien que quand moi je me scandalise sur quelque chose, et plus je suis scandalisé, je vois que la traction est quand même beaucoup plus forte. Donc il y a un problème, j'allais dire, c'est presque humain, quoi. C'est qu'on est naturellement... Mais du coup, ça amplifie un biais humain, probablement, mais ça l'amplifie quand même. Oui, c'est peut-être là où c'est... Et ça rétroagit du coup sur le comportement de tous les autres. Alors, aussi autre chose, c'est que effectivement, on a l'impression qu'ils envahissent un peu le contenu et la visibilité, ces mouvances extrêmes, radicales, qu'elles ont une sorte d'opportunité, d'ailleurs historique, de se répandre comme personne. Mais ce qui, moi, me fascine, c'est qu'ils sont quand même minoritaires. Et donc, ils sont tellement minoritaires, comme pour les antivax, ils sont mécaniquement minoritaires. Il y a eu des sondages, tout le monde, la majorité des Français sont vaccinés. Je veux dire, même si on prend une toute petite part de la majorité qui s'exprime un peu, logiquement, ça devrait déjà noyer cette minorité bruyante. Et vraisemblablement, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, ça peut s'expliquer de façon sociologique. Je pourrais faire un parallèle avec les réactions aux attentats de Charlie Hebdo. Le sociologue Jérôme Truc, qui travaille sur ces réactions de la société aux attentats, avait publié un bel article qui disait se rendre compte de ce à quoi nous tenons. Où il disait, on vit dans un pays où il y a de la liberté d'expression. On ne se réveille pas tous les matins en se disant « Ah, c'est chouette la liberté d'expression » en prenant notre café. Par contre, quand la liberté d'expression est atteinte et qu'on se rend compte que des journalistes peuvent être exécutés pour leur travail en France, ça nous fait nous lever et nous dire « Ah non, mais attendez, ça on y tient ». Et je pense qu'il y a un peu ce même genre de choses avec les théories du complot, qui est que la plupart des gens n'y portent pas attention parce que ça les intéresse assez peu, ça les atteint pas. Mais si les théories du complot avaient été assez fortes pour menacer une campagne de vaccination et de dire en fait, effectivement, on va pas vacciner, on va arrêter les campagnes de vaccination parce que des gens sur les réseaux nous disent que ça peut être dangereux sans aucune preuve, je pense qu'il y aurait une réaction beaucoup plus forte où beaucoup de gens se seraient levés pour dire aussi non, attendez, nous on les laisse parler dans leur coin, mais on se sent pas concernés par ça. Donc effectivement, je comprends que pour vous, il y a un côté très difficile à faire du fact-checking, à lutter contre ça et à ne pas se sentir soutenu quelque part. Mais vous n'êtes pas soutenu parce que les gens sont d'accord avec vous sans l'exprimer. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, quoi, de pas sûrement que ce soutien ne s'exprime pas comme la minorité active, de manière beaucoup plus violente et quotidienne, quoi. C'est frustrant et parfois inquiétant. Parce qu'évidemment, cette effervescence et cette traction en ligne, même si elle est minoritaire, gagne en visibilité. Et elle a une opportunité de visibilité qui va au-delà peut-être de la réalité de ce qu'elle représente, mais qui lui donne une traction potentielle, c'est-à-dire qu'elle peut gagner en audience. Oui, ça c'est vrai. Et puis surtout, elle est ensuite récupérée par les médias plus traditionnels, comme la télévision, certaines émissions de télé, dont on a déjà parlé ici, qui mettent en fait un effet loupe sur des minorités qui sont en ligne. Et l'instrumentalisation politique, bien sûr, évidemment, parce que la séquence Philippot, pour moi, était quand même assez spectaculaire, de voir que cette effervescence évidemment complotiste en ligne avait été il a essayé de traduire ça politiquement, avec un succès qui est très alors ambivalent, parce qu'il arrive à mettre à l'été 2021 des milliers de personnes dans la rue, plus que des gens qui ont participé hier aux manifs en soutien aux femmes iraniennes. Et en même temps, dans les urnes, il fait moins de voix que de likes sur le moindre de ses tweets. Oui.
Et pour revenir à une question qu'on se posait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que les plateformes peuvent faire, justement, le Covid, ça a été un tournant quand même dans les politiques des plateformes qui refusaient officiellement de réguler les contenus en fonction de ce qu'ils disaient. Là, on a vu quand même Google mettre des panneaux d'affichage sous son moteur de recherche, en listant des sources identifiées comme fiables. Facebook a mis en place son centre d'information sur le Covid. Et ça, c'était quand même totalement inédit. LinkedIn dans la politique. LinkedIn depuis récemment. Mais il y a peut-être eu des prémices un peu à ça sous la mandature de Trump. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le bannissement de Trump, c'est ce genre de réaction qu'il peut y avoir finalement pour les plateformes? Alors le bannissement de Trump, c'est encore autre chose, parce que là, avec le Covid, c'est vraiment l'idée de informer les populations en mettant en avant des sources fiables. Et ça, je pense que les plateformes ne reviendront pas en arrière. C'est-à-dire que maintenant, dans les politiques de YouTube, par exemple, il y a quand même l'idée d'offrir des bonus à la visibilité aux YouTubeurs scientifiques qui font de la vulgarisation scientifique ou dont les contenus sont jugés comme étant de qualité. Jugés par qui? Par justement des panels d'utilisateurs. Hein. C'est pas Google qui décide tout seul de ce qui doit être mis en avant. Le fait de déplatformiser ou de déplatformer Trump, c'est encore autre chose. C'est que si ça fait controverse, et à mon avis, ça me semble légitime que ça fasse controverse, c'est que des entreprises privées décident de censurer un président démocratiquement élu, même si effectivement ce président et les propos qu'il tient sont contraires à leurs standards de publication, peuvent être des incitations à la violence et méritent aussi d'être modérés, voire censurés. Mais c'est vrai que c'est quand même là aussi inédit dans l'histoire que des entreprises privées puissent bénéficier d'une telle puissance. Oui, sur ce travail aussi pédagogique sur lequel elles se sont impliquées, qui n'était pas leur business plan de départ, notamment d'afficher des panneaux sur YouTube, des panneaux Wikipédia, donc d'utiliser cette fois-ci la communauté, pas forcément des collèges de spécialistes, mais la force du travail communautaire autorégulé de Wikipédia pour, par exemple, identifier l'origine du pays, de certains médias qui n'afficheraient pas clairement leur appartenance ou leur lien avec certains pays. Donc il y a effectivement une implication qui, je pense, n'était évidemment jamais n'avait été prévue dans le plan de développement de ces plateformes, mais qui ont été prises par cette fournaise de l'histoire et des polémiques internationales et qui ont été en fait contraintes d'agir. Et d'ailleurs, on a toujours l'impression évidemment qu'elles réagissent après coup. Donc c'est après la pression médiatique, politique parfois, qu'elle commence à agir. On le voit d'ailleurs sur Twitter, les comptes qui sautent, moi je fais des nombreux signalements, je vois que les comptes qui sautent sont souvent ceux qui ont été dénoncés, mais dont il commence à y avoir le début des prémices d'un buzz sur Twitter, où il y a plusieurs personnes qui ont une certaine empreinte en ligne qui relaient en étant scandalisées par tel ou tel compte. Et là, on voit que tout d'un coup, le traitement est fait. Alors que moi, il y a plein de signalements sur des comptes qui sont objectivement contreviennent, objectivement aux règles que s'impose elle-même Twitter, qui sont parfaitement actifs encore aujourd'hui. Donc on sent qu'ils sont... Oui, on sent que c'est la pression sociale, quoi. Pour l'instant, la pression médiatique qui marche mieux que leur dispositif et leur pétition principale. Le fait d'annoncer voilà ce qu'on n'accepte pas, ça vaut rien si ça ne se traduit pas concrètement dans le réel. Parce que le nombre de fois où on voit des plateformes qui contreviennent à ce qu'elles se sont elles-mêmes fixées comme règles, c'est frustrant. Pardon, vas-y. Effectivement, là depuis qu'on discute, on a évoqué deux leviers d'influence sur les plateformes. Les pouvoirs publics qui peuvent légiférer et imposer des nouvelles règles. La pression sociale, ça c'est effectivement quelque chose de très important. Et les médias qui en parlent. Dans le livre. Et les médias qui font connaître ces sujets et qui sensibilisent les citoyens et les citoyennes. Et puis il y a aussi les annonceurs. Vu que tout ça fonctionne sur le marché de l'attention et sur la publicité, quand on voit que Unilever, il y a quelques années, menace Facebook et Google de ne plus utiliser leur régie publicitaire pour diffuser ses publicités alors qu'il a le deuxième budget international de marketing en ligne, dans les jours qui suivent, Google réforme sa régie publicitaire. Donc en fait, faire changer les plateformes sur ces questions-là, c'est pas que les États, c'est pas que les usagers ni que les annonceurs, mais c'est vraiment une conjonction de tous ces acteurs, quoi. Non, juste pour reboucler sur ce que tu disais sur la déplatformisation de Donald Trump, il y a aussi
quelque chose d'inquiétant, ça crée un précédent sur la notion de bannissement à vie. Aucun droit moderne, en tout cas contemporain, ne sanctionne des contraventions, des infractions à la liberté d'expression, même des crimes, de cette manière-là, même des crimes. Oui. On est puni, on paye une amende, éventuellement on va en prison, mais une fois on ne se voit pas retirer une liberté. Là, c'est Twitter qui dit Donald Trump, parce que vous êtes Donald Trump, à vie, vous ne pourrez plus jamais vous rebrancher. Donald Trump, par pure théorie, on pourrait imaginer que demain, finalement, on lui enlève une... je sais pas, c'est ton côté optimiste. Et que finalement, ça devienne quelqu'un d'assez sympathique, modéré en tout, etc. Est-ce qu'il serait encore banni à vie de Twitter ? Ce pouvoir un peu exorbitant et crée un précédent inquiétant. Voilà. Justement, et ça c'est intéressant de voir les points de vue des plateformes qui sont assez différents les unes des autres par rapport à Trump. Le point de vue de Facebook, c'était déjà de ne pas décider seul et de demander à son conseil de surveillance, qu'on appelait la Cour suprême des contenus de Facebook, donc qui est une organisation indépendante de Facebook, mais quand même financée par l'entreprise, qui réunit des personnalités de la société civile dont les décisions sont contraignantes pour Facebook. Donc si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord... C'est pas juste consultatif. C'est pas juste consultatif. Si le conseil dit à Facebook, non, vous devez republier ce contenu ou redonner un compte à cette personne, ils sont obligés de le faire. Ce conseil s'est saisi du cas de Donald Trump, a confirmé le point de vue de Facebook en disant c'était légitime de lui retirer ses comptes. Par contre, c'était de réévaluer le dossier de Trump 4 ou 5 ans après, et donc de ne pas prendre une décision définitive à ce niveau-là. D'accord. Troisième sujet cette semaine, comment la propagande russe irrigue-t-elle la complosphère ? C'est l'une des questions qu'on se pose souvent ici, régulièrement, et une récente enquête de notre confrère Julien Pain sur France Info, lors du rassemblement en faveur de Christian Péron, alors qu'il avait été convoqué devant l'ordre des médecins, est venu apporter peut-être une réponse. C'est grâce à des influenceurs occidentaux qui ont été repérés par le Kremlin. L'un d'entre eux s'appelle Léo Nicolian et il se présente comme journaliste. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Rudy, si tu veux nous en parler. Journaliste, patriote, en fait, 8e couteau, identifié de toute évidence par la Russie, les médias d'État russes, comme une personnalité susceptible de tenir un discours pro-russe ici. Et donc, il a même été invité à la télévision russe, en Russie, pour parler de la France, etc. Alors que c'est quelqu'un d'assez inconnu du grand public, et même de ceux qui s'intéressent au sujet, parce que Julien Pain ne le connaissait pas, nous, on ne le connaissait pas. Non, il n'y avait pas d'une empreinte particulière. Léo Nicolian, donc, on a immédiatement pensé à ces personnalités identifiées comme ça, et qui viennent produire des discours. Il y a eu cette journaliste qui était basée au Donbass, dont le nom là immédiatement m'échappe, il y a quelques mois, qui tenait un discours très, là aussi, à rebours de ce que disaient les médias, même les journalistes sur place, français sur place. Il y a le cas d'Adrien Bauquet, cet ancien militaire français, dont d'ailleurs pour retrouver le nom, j'ai tapé dans Google militaire français mythomane, et immédiatement j'ai eu un résultat sur lui. Bon, là, on a les enquêtes de Check News, notamment de Libération, qui ont montré qu'Adrien Bauquet avait menti, et pas qu'une fois, sur son expérience, sur ce qu'il avait vu, sur ce qu'il était, etc. Et qui est lui aussi utilisé par ces médias de propagande pro-russe. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez notable. Pour Léo Nicolian, donc il a été invité vraiment sur des plateaux comme invité exceptionnel, témoin. C'était une grande soirée, l'équivalent d'une grande soirée sur France 2, politique. Voilà. Et on voit bien que l'idée de la Russie, derrière ça, c'est de faire dire par d'autres ce que eux peut-être ont du mal et donc ça donne toujours plus de poids. Oui, c'est ça, oui. Et en plus, ces émissions-là ont une vocation interne. C'est pour la population russe, leur dire vous n'êtes pas asphyxiés sous la chape de plomb bureaucratique et médiatique. Regardez, on a un Français, on a un Américain, il y a des Français, il y a des gens d'un peu toute la planète. On voit d'ailleurs un peu le même phénomène, je ne tourne pas de côté, mais sur les... là, on a des pseudo-référendums actuellement dans le Donbass et un peu plus, enfin, bref, dans tout l'est de l'Ukraine. Et pareillement, là encore une fois, on a des observateurs internationaux dont on a pu
pu voir le profil de certains d'entre eux, que ce soit les Français ou que ce soit d'autres de pays, encore une fois, d'un peu partout autour de la planète, qui sont d'ailleurs souvent baignent dans une sorte de complosphère d'extrême droite dans chacun de leurs pays et qui sont utilisés, encore une fois, pour légitimer l'action, la propagande russe sur cette séquence ukrainienne. Pour le néo-nicolian, j'ai d'ailleurs trouvé, en le découvrant, j'ai vu qu'il y avait en fait une empreinte assez notable en ligne, et notamment sur TikTok, où il a de nombreuses vidéos qui ont une certaine traction, malgré tout. Oui, c'est un activiste, il va avec sa caméra dans les manifs. Et c'est quelqu'un qui a un discours... Il se filmait sur les gilets jaunes beaucoup. Ouais, tout à fait. Et donc on l'a vu, évidemment, relayé par différents médias. Malgré tout, je crois qu'il était sur réseau, on l'a vu relayé, je crois, sur réseau... non, lui il partage du contenu effectivement de réseau international, oui. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est donc il a un point de vue assez général sur la conduite du monde, et il s'est notamment exprimé et a relayé pas mal de théories complotistes autour du Mali, et le fait que les djihadistes qui ont combattu... que la France a combattu au Sahel, au Mali, étaient en fait tout ça était en fait un montage conspi... qui serait en fait financé, soutenu par la France. Ouais. Voilà, tout ça serait un théâtre d'ombre. Alors je profite juste de cette allusion qu'il avait faite durant ce moment-là pour m'estomaquer. Estomaque-toi. Je m'estomaque du fait que il y a une petite musique qu'on entend depuis quelques mois, depuis que le Mali pousse une propagande anti-française, soutenue en cela, on le sait, par le régime, par le Kremlin. On sait qu'ils reprennent des éléments du langage du Kremlin. On sait qu'il y a évidemment la milice Wagner qu'ils ont fait rentrer, c'est ça, l'armée privée Wagner. Et donc, qu'en excluant la France, c'est son choix, en tout cas, elle se rapproche de la Russie, et des éléments un peu de langage russe. Bref, et donc je vois une partie de la complosphère, notamment covido-sceptique, commencer à regarder d'un œil plus ou moins tendre le régime malien, qui est dirigé par une junte militaire. On n'est pas sur une démocratie telle qu'on peut la rêver. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, le Premier ministre malien a fait un discours aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, aux Nations Unies, et où il a expliqué que la France était dirigée par une junte au service de l'obscurantisme, que la France avait quelque chose à voir avec le terrorisme qui ravage le Mali actuellement. Phrase qu'il a répétée 3 fois à la tribune de l'ONU. Absolument. Et cette petite séquence vidéo a littéralement enflammé la complosphère francophone internationale. J'ai retrouvé cette vidéo sur plein de comptes sur Telegram, des comptes QAnon français. Idriss Aberkan a relayé cette séquence vidéo. On a un compte qu'on connaît bien qui s'appelle Verity France, qui est vraiment un gros compte avec une grosse traction covido-complotiste. On a Chloé Framery, qui est aussi une figure qu'on suit depuis de nombreuses années, qui est apparue sous le Covid et qui était également un profil complotiste. Bref, on a soudainement un amour passionné par toute cette covido-complosphère en ligne de ce régime malien, de ce régime militaire actuel, dirigé pour le coup par une junte au Mali. Et donc voilà, c'est sans surprise que cet individu, Léo Nicolian, lui-même soit porteur de cette propagande qui est évidemment en phase avec cette pseudo-alliée de la Russie. Et alors, avant l'émission, on parlait de la référence de George Orwell dans les milieux complotistes. Donc, toujours 1984, Orwell à la bouche. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le discours du Premier ministre malien à l'ONU, c'est ce renversement orwellien en fait, des faits, de la réalité, en parlant de junte, alors qu'ils sont gouvernés par une junte en l'occurrence, et qui fait écho au discours de Sergueï Lavrov samedi à l'ONU. Pareil, c'est-à-dire qu'il regrette la désinformation venant de l'Occident sur ce qui se passe en Ukraine. Là aussi, il parle de junte au pouvoir en Ukraine, de junte nazie, etc. Il explique que la guerre en Ukraine a pour origine les provocations de l'Occident. Je veux dire, tout est renversé complètement. C'est assez fascinant. Puis alors, c'est un discours qui intervient quelques jours seulement après le grand discours de Vladimir Poutine de la semaine dernière, où il annonce la mobilisation partielle de la population russe, où il annonce les référendums dans l'est de l'Ukraine, où il menace
il rappelle qu'il est une puissance nucléaire, etc., mais où il explique que l'Occident a pour projet, pour ambition, d'anéantir la Russie. Si on est dans un discours de facture paranoïaque, qui est le même en réalité que celui qu'il donnait déjà en février dernier, mais il continue ce discours-là. Voilà. Il y a ce complexe obsidional, la Russie est encerclée, on veut la mort de la Russie, et donc nous ne faisons que nous défendre. Même si dans les faits, ils attaquent, ils agressent, ils bombardent. Je crois que si Orwell aujourd'hui allait sur Twitter et qui tapait le hashtag de son propre nom, je crois qu'il serait profondément dépité il se de voir retourne à dans quel sa tombe. point Il se retourne dans sa c'est tombe. devenu l'étendard, vraiment l'étendard de la complosphère. On parlait de ces personnalités qui étaient identifiées comme ça par des propagandes d'État. Faut parler de celles qui le sont aussi par la propagande d'État de la République populaire de Chine. C'est Maxime Vivas, par exemple. C'est Damien Viguier. Damien Viguier, c'est l'avocat d'Alain Soral. Il était l'avocat de Forisson. Il a d'ailleurs été conjointement condamné avec Forisson pour négationnisme. C'est ce genre de figures-là qui sont reprises à leur compte par des médias d'État chinois. Oui, Damien Viguier qui avait, je crois, il a eu une sorte de pastille vidéo, il est devenu une sorte de mini-youtubeur sur notamment des réseaux sociaux chinois, tout traduit en chinois, où évidemment il cassait du sucre sur la France, bien sûr. Et pour ce qui est de Maxime Vivas, il a quand même une empreinte aussi assez surprenante. Maxime Vivas, c'est celui qui dirige le site Le Grand Soir, qui est une sorte de site rouge. Avec Victor Dedage, ils sont deux à le gérer. Oui, ils sont deux. Parce que ils ont suffisamment cassé du sucre quand on parle d'eux, si on n'est pas très précis. Bref, et qui est un site rouge-brun qui est complotiste, on peut le dire, c'est clairement, on peut le dire. Sur le 11 septembre, je ne sais quoi. Et c'est quelqu'un, donc Maxime Vivas, qui lui a été invité, a écrit des bouquins, a été invité en Chine et qui a eu micro ouvert, notamment sur toutes les plateformes en ligne, sur YouTube, sur les médias d'État chinois en français et ailleurs, pour essayer d'expliquer évidemment que ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est le grand amour entre la Chine et les Ouïghours. Il n'y a jamais eu de problème, qu'il n'y a pas de mauvais traitement, je ne sais quoi. Comme il le disait à peu près 10 ans plus tôt sur le Tibet. Oui. Le Tibet, le Dalai Lama, c'est un agent de la CIA. Le Tibet, il n'y a pas de problème, les gens sont heureux et circuler, quoi. Donc là, on a encore un exemple, encore une fois, d'instrumentalisation de nationaux pour un discours à vocation en général plutôt interne de pays autoritaires, de pays et de régimes peu recommandables. Alors Romain, je le disais en première partie de l'émission, tu as publié récemment Les nouvelles lois du web, modération et censure à la République des idées au Seuil. C'est un livre passionnant pour quiconque s'intéresse à la régulation d'Internet, et j'ai notamment et à la possibilité démocratique ou pas de l'Internet, et j'avais notamment une question sur ce que tu appelles la gouvernance démocratique des contenus. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment on peut créer cette gouvernance démocratique des contenus? Le constat, c'était celui d'un paradoxe quand même, qui est que les plateformes de réseaux sociaux, à la base, proposent des outils d'expression aux internautes et gagnent beaucoup d'argent en rentabilisant ce que disent et ce que produisent les internautes. Et le paradoxe, c'est que bizarrement, ces internautes n'ont que très peu voix au chapitre sur comment sont gouvernés les réseaux sociaux, ou en tout cas comment sont organisés les contenus, et comment on pourrait imaginer des formes de gouvernance qui soient un peu plus démocratiques. Sachant que dans ce qui touche à ce qu'on appelle la gouvernance d'Internet, donc il y a deux choses. Il y a la gouvernance d'Internet, il y a la régulation des contenus. La gouvernance d'Internet, c'est l'architecture d'Internet, donc les câbles, les serveurs, les protocoles techniques, le système d'adressage, etc. Toutes ces ressources techniques, en fait, depuis le début des années 2000, font l'objet de formes de gouvernance qui mettent autour de la table des experts techniques, des États, des entreprises, des usagers, des associations de défense des libertés, ce qu'on a appelé le multi-stakeholderism, donc la gouvernance multipartenaire, et qui est quelque chose qui n'existe pas pour la régulation des contenus, qui est comment on décide de ce qu'on peut mettre en ligne, quels types de contenus sont autorisés, lesquels ne le sont pas, et comment faire une police des contenus qui soit démocratique et pas trop liberticide. Donc c'était ça le point de départ de la réflexion. Évidemment, la réponse, elle est très compliquée. Alors, on a déjà beaucoup parlé dans le cours de cette émission de la façon dont on pouvait rendre plus transparent les algorithmes et comment on pouvait travailler avec les plateformes sur ces questions-là. Est-ce que tu as observé
observé dans les différents moments démocratiques qu'on a vécu, dans les différents événements, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la crise du Covid ou même plus récemment l'Iran, est-ce que tu as observé des choses des lignes de fracture ou des lignes en tout cas de comparaison entre les événements sur la façon dont les algorithmes et les mobilisations numériques se mettaient en place? Alors oui, et ça rejoint effectivement les discussions qu'on a eues plus tôt sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors moi, j'ai pas travaillé directement dessus, mais ce que différentes études ont montré, c'est à quel point l'algorithme déjà du fil d'actualité, puis ensuite des groupes, avait fonctionné pour soutenir le mouvement. Sur Facebook. Sur Facebook beaucoup. Parce que, alors, justement, c'est bizarre, si on revient un petit peu en arrière, au moment où commence le mouvement des Gilets jaunes, Mark Zuckerberg annonce une réforme de l'algorithme du fil d'actualité, qui est de dire, dans le cadre des contraires sur les fausses informations d'ailleurs, il dit, bon, moi j'en ai marre qu'on nous prenne pour un média, je veux qu'on redevienne un réseau social, donc je vais baisser la visibilité des pages dans le fil d'actualité et augmenter la visibilité des groupes pour que les gens voient des contenus produits par leurs proches. Ce qui se tient lorsqu'on veut reproduire un réseau social. Par contre, ce qui a une conséquence très directe pour les médias traditionnels, qui eux fonctionnent à travers des pages, c'est qu'ils vont se trouver invisibilisés, alors même que les réseaux sociaux, c'est une grande partie de leur audience, quoi. Et donc, machinalement, si à cette époque-là, vous commencez à suivre un groupe de Gilets jaunes, ce groupe va devenir omniprésent dans votre fil d'actualité, ce qui n'aurait pas forcément été quelques mois plus tôt. Et puis, au sein des pages des groupes, on va voir que, comme on le disait aussi tout à l'heure, on a une prime à la visibilité pour les contenus d'indignation, les contenus radicaux, qui sont généralement pas les contenus les plus fins, les plus modérés, ceux qui vont droit au but, qui flirtent avec la vérité et le mensonge plutôt. Et donc c'est plutôt ça qui va être mis en avant et qui va créer une espèce de boucle de radicalisation quelque part, quoi, qui va faire que Facebook va devenir un lieu propice à l'épanouissement de ce type de mouvement. Et qui provoque une distorsion dans la représentation que les gens qui participent de ce mouvement ou qui l'accueillent favorablement vont ressentir. Ils vont se dire, mais chez beaucoup de Gilets jaunes, c'était très présent, notamment après la vandalisation de l'Arc de Triomphe. On doit être début décembre 2018 de mémoire. Donc 2 semaines après, je crois, le début du mouvement. Ils disaient, mais on pensait qu'on allait prendre l'Élysée, on pensait que toute la France était avec nous, en fait. Mais parce que réellement, ils pensaient être le peuple dans la rue, parce que leur fil Facebook s'était coloré en jaune depuis 2 semaines. Oui, c'est drôle parce que j'avais fait à l'époque, mais de façon totalement artisanale et non scientifique, je m'étais créé un faux compte sur Twitter dans lequel j'avais essayé de suivre en gros des comptes lambda de news, d'actualité mainstream. Tu avoues enfin. Oui, voilà. et je m'étais amusé évidemment à cocher ou la demande de rejoindre un ou 2 groupes pour voir effectivement ce que ça donnait. Et effectivement, alors, absolument pas scientifique, mais bon, en tout cas j'avais fait le test comme ça, et j'avais été stupéfié de voir effectivement que toutes les unes que je voyais apparaître sur mon fil d'actualité, c'était pas les gros médias, les quelques gros médias que j'avais suivis, mais plutôt ce qui avait eu gagné en traction au sein des groupes que je suivais. Et c'était spectaculaire. Tout le fil était vraiment phagocyté par ce phénomène. Mais en fait, il y a un problème fondamental qui est que Facebook, c'est un outil qui a été conçu comme un réseau social, donc pour connecter les gens entre eux par affinité et intensifier les relations en fonction de la proximité des gens. Donc plus je suis proche de vous, cette proximité étant évaluée à la manière dont je vais liker, commenter ou partager vos contenus, plus vous allez être visible dans mon fil d'actualité. Ce qui semble logique pour un réseau social, c'est-à-dire que si on a 200 amis, on n'est pas amis au même niveau avec 200 personnes, donc il y a des personnes qu'on préfère voir que d'autres. Et sauf que ça fonctionne très bien, mais le gros problème, c'est qu'à partir du moment où Facebook devient une source d'information, d'actualité, ce qui n'était pas prévu, à la base, cette logique de réseau social va créer des grosses distorsions dans la manière dont on s'informe et va donner des primes à l'affinité idéologique, sociologique, qui crée justement ces bulles enfermantes dans lesquelles on peut se trouver, quoi. Les moins de 35 ans, leur principale manière d'accéder à l'information, c'est via les réseaux sociaux. C'est pas le cas de leurs aînés, mais chez les moins de 35 ans, oui. Et ça progresse à chaque nouvelle enquête. Les moins de 35 ans sera les moins de 40 ans. Il semble assez évident qu'entre l'information et les humains demain, il y aura un travail à la fois de plateforme sociale plus algorithmique entre l'émetteur de l'information et le récepteur. Je crois même, alors tu me déments si je me trompe, mais je crois qu'il y a
pays, alors je ne sais pas si c'est du côté de l'Inde, où lorsqu'on prend lorsqu'on achète un téléphone portable, on a immédiatement, c'est par Facebook qu'on accède, c'est ça, hein? Oui, on accède à Internet par Facebook. Internet par Facebook. Ouais, oui, c'est l'Internet gratuit en Inde, via l'application Facebook qui est préchargée sur les téléphones et qui, via des relais satellites, permet aux individus d'accéder à Internet. Et donc en Inde, pour beaucoup de personnes, la différence entre Internet et Facebook n'est pas très claire. N'est pas évidente. Et quand on parle justement des questions de modération, nous, il y a beaucoup de controverses autour de modération, censure et liberté d'expression. Il faut voir que dans d'autres régions du monde, le problème se pose de manière beaucoup plus dramatique. Quand on voit en Birmanie les violences contre les minorités musulmanes qui sont organisées sur les réseaux sociaux, en Inde de la même façon, parce qu'il n'y a aucun moyen de modération pour Facebook. Y compris via des messageries cryptées. Type WhatsApp. Via WhatsApp, effectivement, mais qui sont aussi relayés sur Facebook. Et c'est ce que disait Frances Haugen aussi dans ses révélations. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que au moment où il y a les violences contre les Rohingyas en Birmanie, il y avait un modérateur qui parlait le birman, qui était capable de lire le birman pour tout le pays. Donc voilà, ce qui montre à quel point les efforts de modération sont aussi inégalement répartis. J'ai juste une question sur la question de l'autocensure. Parce qu'évidemment, il y a la question de la censure, comment on modère les contenus, mais l'autocensure aussi, justement, on en parlait un peu tout à l'heure, des modérés. C'est-à-dire que lorsqu'on a des gens chauffés à blanc, extrémisés, hystérisés, qui s'expriment, et qui s'expriment beaucoup, pour des raisons légitimes ou moins légitimes, peu importe, on a aussi un très grand nombre, que c'est une majorité ou pas, mais on parle de majorité silencieuse, de gens qui renoncent en fait, à s'exprimer, à poster des commentaires, qui s'autocensurent. Ça introduit une distorsion dans la liberté d'expression aussi. Complètement, et c'est ce que je dis dans ton livre. C'est ce que je dis en introduction du livre, c'est qu'on peut voir la censure que du côté des plateformes qui vont censurer de manière arbitraire, et des fois c'est vrai, il y a des moyens de s'en prémunir, etc. Mais il y a aussi une autre forme de censure qui est plus insidieuse, qui est l'autocensure des modérés ou des voix minoritaires qui, effectivement, dès qu'elles prennent la parole, face à des flots d'insultes, prennent la décision de se taire et de moins prendre la parole. Et ça, je pense qu'on le voit beaucoup sur un réseau comme Twitter, par exemple, où on entend beaucoup de journalistes ou d'analystes plutôt modérés qui disent maintenant j'arrête de parler sur Twitter parce que si c'est pour recevoir des 36 menaces pour un tweet, j'ai plus à y perdre qu'à y gagner. Et donc ça, en fait, c'est pas juste un problème d'harcèlement, parce que la conséquence derrière tout ça, c'est que si les modérés ne prennent plus la parole, ça limite le nombre d'idées dans le débat public, ça limite aussi la présence, ça appauvrit le débat public. Donc c'est un problème général, en fait. C'est pas juste du cyberharcèlement, c'est un problème démocratique. Comment on garantit à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans des bonnes conditions? Parce que la liberté d'expression, c'est aussi ça, c'est la liberté d'expression pour toutes et tous, et suivant des conditions similaires. Oui, parce que là, je fais encore du rendu, c'est du vécu, mais c'est quand même assez fascinant de voir que moi, mon compte Twitter, l'écrasante majorité des commentaires que je génère, à chaque fois que je tweete, sont des commentaires. Je pense que c'est une majorité. Oui, parce qu'il y a certains. Oui. En gros, la majorité des contenus sont des gens qui sont extrêmement agressifs vis-à-vis de moi. J'aurais pu croire que j'ai une communauté qui viendrait te sauver, me sauver, me soutenir. Et j'en ai, elle me soutient. Mais ce que je veux dire, c'est que le bruit que moi je reçois, et les gens le voient pas, mais le bruit que moi je reçois, côté cuisine. C'est trop démocrate. Faut devenir un peu fasciste. C'est parce que tu as trop d'humour. Je bloque. C'est pour ça. Je bloque un peu, mais au bout d'un certain moment, quand il y a, je sais pas moi, des centaines de commentaires, c'est un boulot. Je vais pas passer la journée. Et donc il y a des tweets qui peuvent générer 500 commentaires. C'est too much. Je lâche prise d'ailleurs. Mais quand je regarde effectivement l'empreinte de ces 500 commentaires, donc des fois il y a des échanges de gens, il y a des débats qui se génèrent. Donc là, super, quand les gens entre eux qui discutent, plus ou moins, mais qui discutent, qui échangent. Mais je vois bien qu'en tout cas l'empreinte, une bonne partie de cette empreinte est extrêmement agressive et virulente vis-à-vis de moi. Donc moi je continue parce que j'ai un peu le cuir épais, mais parce que ça fait des années, parce que je suis là depuis 2007 sur Twitter, donc j'en ai vécu des trucs, mais je me mets à la place de quelqu'un effectivement qui est un primo-arrivant sur Twitter. Franchement, effectivement, là, on sait qu'on va susciter les gens qui vont faire l'effort proactif d'aller publier un commentaire sont en général ceux qui sont mus par
un agacement du contenu, et rarement, on le répète un peu depuis le début là, mais rarement mu par l'amour de ce qui a été prononcé ou de l'émetteur. Eh bien, lisez les nouvelles lois du web. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais demander à sens que Romain. tu voulais rajouter. Oui, je voulais juste demander à Romain s'il avait un message à faire passer. Ce livre date de 2020. Oui, c'est ça. Ouais, il y a déjà 2 ans. Il y a déjà 2 ans. Au vu de tout ce qu'on a traversé là en 2018, 2019, 2020, le Covid, etc. Si tu avais un message à faire passer, ce serait lequel? Est-ce que les 3 principes dont tu parles sur comment préserver la liberté d'expression, est-ce qu'ils sont toujours valables? Voilà, Ils sont toujours valables, et je vais peut-être terminer sur une note positive en disant que quand même ça bouge sur ces dossiers-là. On se rend compte que les plateformes ne peuvent plus faire exactement ce qu'elles veulent. D'un côté, on le voit avec les nouvelles lois européennes, il y a des nouvelles formes une nouvelle forme de responsabilisation qui se met en place, qui, selon moi, va dans le bon sens. On voit aussi que via les médias, la population est quand même sensibilisée à ces questions-là, et que aussi, en termes de tolérance par rapport au cyberharcèlement dont on parlait, il y a quand même des choses qui bougent. Donc ça reste, il y a des raisons d'être pessimiste, il y a aussi des raisons d'être optimiste. Moi, ce que j'espère, c'est que ce potentiel démocratique d'Internet et des réseaux sociaux, qui existe toujours, mais qui aujourd'hui paraît masqué sous une chape de plomb de la haine en ligne, de la désinformation, du cyberharcèlement, etc., soit revivifié, que cet idéal soit revivifié par autant les internautes que les pouvoirs publics, que tous ceux que les activistes qui s'impliquent là-dedans, quoi. Eh bien, retrouvons la substantifique moelle de l'Internet. Lisons les nouvelles lois du web de Romain Badouard à la République des idées au Seuil. C'est la fin de cette émission. Retrouvez Tristan et Rudy dans Complorama sur France Info. Et nous, on se retrouve très vite. Cette émission a été évidemment, comme chaque semaine, réalisée par l'excellent Martin Béraud. Salut. Salut à tous. Au revoir.